Nabila Vergara, en guerre avec une célèbre youtubeuse beauté, elle s'énerve. Nabila Vergara, la jolie femme d'affaires n'a rien à envier à personne. Pourtant, il semblerait qu'une célèbre youtubeuse beauté ait particulièrement agacé Nabila Vergara. En colère, elle s'énerve sur Snapchat. Nabila Vergara est en guerre avec une célèbre youtubeuse beauté. La maman de Mylène vient actuellement de poser ses valises en Afrique du Sud. En effet, la star de télé-réalité s'apprête à démarrer une toute nouvelle aventure professionnelle. C'est en tant qu'animatrice que la jolie brune va faire son grand retour sur nos écrans dans l'émission Love Island. Diffusée uniquement sur Amazon Prime à partir du 2 mars prochain, Nabila Vergara a déjà fait polémique. Il faut dire qu'elle aurait réussi à négocier l'un des plus gros cachets jamais signés par une animatrice. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Maxime Guény sur le plateau de TPMP. Sans oublier son récent clash avec Laurence Boccolini suite au cadeau incroyable que lui a fait Thomas. Mais cette fois-ci, c'est une youtubeuse beauté qui s'est attiré les foudres de la jeune mère de famille. En direct de sa somptueuse villa en Afrique du Sud, Nabila Vergara a poussé un gros coup de gueule contre les youtubeuses beauté sur son compte Snapchat. Si l'influenceuse n'a pas cité de nom en particulier, on se souvient très bien de son altercation avec la youtubeuse Sanana. En effet, celle-ci avait refusé une collaboration à cause de son passé de candidate de télé-réalité. Étant donné qu'il y a des personnes qui disent nous on est blogueuse, on est légitime, non aujourd'hui tout le monde est légitime. N'importe quelle personne qui est passionnée par le make-up peut donner son avis sur un produit. Il n'y a pas besoin de faire une école de blogueuse. La plupart de ces filles le sont devenues dans leur chambre, avait alors réagi Nabila. The Walking Dead épisode 1010, Stalker spoiler. Spoiler pour les morts qui marchent saison 10, épisode 10, Stalker, au-delà de ce point. Publicité. Le temps était, même si vous n'aviez pas lu le matériel source de la bande dessinée, vous pouviez déterminer exactement qui mourrait et ne mourrait pas les morts qui marchent, en fonction de leur popularité. Comme un match de catch de la WWE, les acclamations des fans maintiendraient apparemment leur personnage préféré en vie, enveloppé dans ce qui est devenu familièrement connu sous le nom des « armures de complot ». Daryl Dixon, Norman Reedus, n'allait jamais mourir, car il était fondamentalement le Mickey Mouse de Les Morts qui marchent, son visage sur toutes les marchandises. Rick Grimm, Andrew Lincoln, était le personnage principal des bandes dessinées, donc il n'allait nulle part non plus. Michonne, Danai Gurira, Carol, Melissa McBride, Maggie, Lauren Cohan. Même le méchant Negan, Jeffrey Dean Morgan, étaient tous en sécurité comme maison. Quel que soit le danger dans lequel ils se trouvaient, à quel point entourés par les morts-vivants titulaires, l'intrigue se tordait et se retournait pour leur permettre de s'échapper vers une sécurité relative. Ensuite, les choses ont commencé à changer. Carl Grimm, Chandler Riggs, un personnage qui n'aurait absolument pas dû mourir, est décédé. Les morts qui marchent les bandes dessinées ont mis fin à l'histoire de Rick et à la fin du livre, à peu près au même moment où le personnage a disparu dans la série, ne vous inquiétez pas, il sera de retour pour 3 films. Un saut dans le temps a conduit à des départs soudains comme Maggie et à de nouveaux statuts coiffures pour d'autres personnages. Soudainement, les morts qui marchent se sentaient à nouveau dangereux. A l'inverse, les décès, lorsqu'ils se sont produits, ont commencé à donner l'impression qu'il importait plus, se concentrant moins sur la valeur du choc et plus sur la motivation du personnage. Cela semblait rappeler le début de la série, que vous deviez vous accrocher à vos personnages préférés, car vous ne saviez jamais quand une heure serait leur dernière. Malheureusement, l'épisode de cette semaine tout en étant tendu et comprenant une grande action était un grand pas en arrière dans le territoire de l'armure de l'intrigue, alors que plusieurs personnages nommés arrivaient au bord de la mort, seulement pour survivre miraculeusement. Il y a 2 trains qui circulent dans l'épisode, le premier est Daryl essayant de trouver une entrée alternative au système de grotte dans lequel 2 de ses membres de l'équipe ont été enterrés, l'autre, l'immense Whisperer Beta, Ryan Hurst, se déplaçant dans le quartier apparemment sûr d'Alexandrie, éliminant systématiquement les résidents afin de déclencher une panique zombie. Dans les 2 intrigues, beaucoup de gens meurent. Daryl Varambo, se faufilant à travers les bois avec son couteau et son arbalète et massacrant les Whisperers à la peau de zombies, un par un, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une confrontation sanglante avec le chef Whisperer et Negan Sexé, Alpha, Samantha Morton. La bêta, comme mentionné, tue un tas d'Alexandriens, dont plusieurs qui, aucune insulte aux acteurs, sont vaguement reconnaissables, mais pas assez pour avoir fait une sorte d'impression. Mais chaque fois que l'un de nos acteurs principaux est mis en danger de mort, ils s'en sortent, ce qui signifie que personne, important, ne meurt.
Ne vous méprenez pas, je préfère les personnages ne fait pas mourir. Bien que les morts ambulants et d'autres spectacles surnaturels ont des moyens de contourner ce genre de choses, flashbacks et séquences de rêves, par exemple, tuer un personnage met fin à son histoire. C'est loin d'être aussi intéressant que de les mettre en danger, ou à travers l'essor émotionnellement. Le problème c'est que ça arrive tellement sur cet épisode, ça commence à se sentir un peu idiot. Le combat d'Alpha et Daryl est, comme vous pouvez l'imaginer, épique. Ils se tailladent et se frappent mutuellement jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux meurtris et meurtris, près de la mort sur le sol d'une structure de type entrepôt-grange. Daryl a été poignardé à la jambe. Alpha à travers l'épaule. Daryl s'est fait couper l'œil et peut à peine voir. Ils sont tous les deux tellement endommagés qu'ils ne peuvent même pas se lever pour finir l'autre. Et en vient nul autre que la fille d'Alpha, Lydia, Cassidy MC Clancy. Elle s'accroupit devant Alpha, qui, dans sa chanson chantante, voix de bébé oiseau, dit à sa fille de la tuer, qu'il est temps de monter et de diriger les Whisperers. Il y a même un moment où il semble que Lydia pourrait y penser, avant qu'elle ne laisse finalement Alpha là-bas, ramasse Daryl et qu'il clopine. Plus tard, Daryl demande pourquoi elle n'a pas tué Alpha, auquel Lydia riposte, pourrait-il tuer son propre père viol. Et du côté d'Alpha, elle termine l'épisode avec Whisperers autour d'elle, roucoulant qu'elle va maintenant monter plus haut qu'avant. Franchement, cela aurait pu être correct s'ils étaient les seuls non-morts de l'épisode. Daryl et Alpha étant également appariés, cela a du sens, et les choses se marient bien avec Lydia choisissant son nouveau mentor plutôt que sa mère abusive. Aurait-il été excitant de voir Alpha mourir, trop tôt, et être remplacé par la bêta beaucoup plus vicieuse, comme dans les bandes dessinées? Sûrement. J'ai aussi quelques chicanes avec la façon dont les pas mieux que les animaux Whisperers étaient comme cool, Alpha peut à peine marcher, laissez-la continuer à nous conduire. Mais en soi, c'est une armure de complot, mais ce n'est pas aussi beaucoup d'armure de complot. Le problème est qu'il vient de concert avec le scénario d'Alexandrie, qui trouve que le méchant imparable du film slasher bêta a à plusieurs reprises la chance de tuer, par exemple, Rosita, Christian Serratos, qui a fait des cauchemars à propos d'être attaqué, et se termine avec les deux échappant à Scat gratuitement. Il en va de même lorsque la jeune Judith Grimm, Kelly Fleming, tire bêta à travers une porte le moment le plus cool de l'épisode seulement pour qu'il porte un gilet pare-balles. Une armure littérale, dictée par l'intrigue. En fin de compte, à part, encore une fois, secouer les bons gars au plus profond de leur cœur, l'attaque de la bêta ne fait pas grand-chose. Il est plein de visuels sympas, comme le style zombie émerge de la bêta d'une tombe qui cache un passage secret dans l'enceinte. Mais le coût est relativement faible, du moins pour le spectateur constant, il est assez élevé pour la femme blonde bêta assassinée dans une cellule de prison. Pour être clair, le problème n'amène pas les personnages au bord de la mort, c'est qu'ils sont dans des situations où il n'y a aucun moyen apparent pour eux de survivre. Et puis miraculeusement, ils le font de toute façon. Une chose similaire s'est produite le dernier épisode avec Jerry, Cooper Andrew, qui était coincé dans une caverne avec des zombies mordant son pied dès il s'en est sorti vivant et bien. Je ne pense pas que de toute façon je voulais que Jerry meure, il est trop aimé. Mais si vous allez laisser le gars un peu plus lourd comme le dernier à ramper à travers un minuscule tunnel et qu'il est entouré de zombies, c'est tout pour lui, ou devrait l'être. Sinon, si le casting principal peut sortir de toute situation, les enjeux sont partis. Allons-nous perdre des personnages majeurs d'ici la fin de la saison? Presque sûrement. Les jours de Michonne sont comptés, et d'une manière ou d'une autre, la guerre de Whisperer va probablement se terminer avec Alpha et ou Beta mort. Mais si cela continue, et que l'armure du complot ne tombe pas, ce sentiment de risque, de danger, d'excitation disparaîtra à nouveau de les morts qui marchent, et il ne nous restera plus que des chocs et des zombies. La bourse espagnole rebondit de 1,8% après avoir enregistré sa pire semaine en une décennie économie. La bourse espagnole rebondit à l'ouverture de lundi 1,81% à 8872,60 points, après l'effondrement brutal de 11,7% qui a souffert la semaine dernière, le pire depuis près d'une décennie, compte tenu de la crainte de l'expansion des coronavirus et ses conséquences possibles sur l'économie. La Banque du Japon s'est engagée lundi à apporter suffisamment de liquidités à la nervosité qui règne sur les marchés mondiaux en raison du coronavirus, une annonce qui a dopé les bourses asiatiques. Tokyo a augmenté de 0,95% et en Chine, Shanghai, 3,37% l'ont fait. Une entente de principe conclue entre ministres et chefs Wetsuean.
Un chef héréditaire Wet'suwet'en et des ministres disent qu'une entente de principe a été conclue sur le projet controversé de gazoduc qui a provoqué une crise nationale au cours des dernières semaines. La ministre fédérale des Relations couronne autochtone Caroline Bennett et le ministre des Relations avec les autochtones de la Colombie-Britannique Scott Frazee disent avoir beaucoup appris au cours des négociations. Nous avons, je crois, trouvé un arrangement qui tient compte des protocoles du peuple et des clans Wet'suwet'en, a déclaré Madame Bennett, dimanche. Ce que nous avons conclu doit être examiné par ces clans. Nous reviendrons signer cette entente à titre de ministre si celle-ci est approuvée par la nation. Monsieur Frazee a toutefois indiqué que même si les travaux du gazoduc de Coastal GasLink au cœur du litige sont déjà en cours, les dernières négociations ont permis d'aborder les droits et les titres des Wet'suwet'en. Les deux ministres ont refusé de donner des précisions sur l'entente de principe avant que celle-ci soit examinée par la nation Wet'suwet'en. Selon le chef Wuz, un des chefs héréditaires Wet'suwet'en, l'entente représente un jalon important pour son peuple pour toutes les parties impliquées. Au cours des 3 derniers jours, nous avons discuté de certains sujets qui nous préoccupent tout, a-t-il indiqué aux journalistes. Il a toutefois rappelé que le groupe demeurait fortement opposé au passage du gazoduc sur son territoire ancestral. Le promoteur du projet de gazoduc, Coastal GasLink, n'a pas perdu de temps pour annoncer la reprise des travaux dans le secteur de la rivière Maurice dès lundi. Coastal GasLink reconnaît les discussions survenues au cours des derniers jours et le fait qu'un progrès important avait été accompli pour aborder les préoccupations des chefs héréditaires Wet'suwet'en, a déclaré le président de l'entreprise, David Pfeffer dans un communiqué publié dimanche. Il s'est engagé à discuter à l'avenir avec tous les groupes autochtones. Les chefs héréditaires et les deux ministres avaient commencé jeudi à discuter d'une entente. Les Wet'suwet'en sont gouvernés par le système traditionnel des chefs héréditaires et par des conseils de bande élus. Une majorité des conseils de bande avait approuvé le projet de gazoduc, mais des chefs héréditaires s'y opposent. Le conflit a aussi touché à la question des droits de territoire, des titres et de la représentativité. Qui a le droit de négocier avec les gouvernements et les grandes entreprises? Ce qui complique les choses, c'est le fait que ce territoire n'a pas fait l'objet d'un traité et demeure non cédé. En 1997, la Cour suprême du Canada a décrété que la propriété autochtone n'avait pas été abolie par le gouvernement provincial et qu'elle ne pouvait pas l'être, du reste. Mais le plus haut tribunal du pays n'a pas déterminé la zone et les limites spécifiques de ce territoire Wet'suwet'en. L'avocat Peter Grant, qui représentait les Wet'suwet'en et leurs voisins de la Première Nation Gitxsan, a indiqué que l'entente de principe n'était pas un nouveau traité. Ce n'est qu'un projet d'arrangement, mais je crois qu'il est très considérable.